Au début du XIVe siècle, l'Europe occidentale était un réseau de lignées, de vassalité et d'ambitions croisées. Aucune rivalité ne condensait mieux les tensions de cet ordre féodal que celle qui existait entre la France et l'Angleterre. Les deux royaumes étaient liés par des siècles de mariages, d'héritages et de possessions partagées, mais sous cette fraternité apparente se cachait un conflit territorial et dynastique qui remontait à la conquête normande de 1066. Lorsque Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, envahit l'Angleterre et fut couronné roi, le monarque anglais devint paradoxalement vassal du roi de France. Cette contradiction juridique marqua la relation entre les deux royaumes pendant des générations. Les monarques anglais, descendants de la maison Plantagenet, contrôlaient de vastes domaines sur le territoire français, comme l'Aquitaine, la Gascogne, l'Anjou et la Normandie, ce qui leur conférait une richesse et une influence souvent supérieures à celle du souverain français lui-même. Cela constituait une humiliation que les Capétiens, la dynastie régnante en France, n'acceptèrent jamais volontiers. Au cours des XIIe et XIIIe siècles, la couronne française entreprit une politique lente mais constante de consolidation. Des rois comme Philippe II Auguste et Louis IX réussirent à réduire le pouvoir des grands vassaux et à récupérer des territoires qui avaient été sous domination anglaise. En 1204, la Normandie tomba définitivement entre les mains de la France, rompant ainsi l'une des colonnes du pouvoir anglais sur le continent. Cependant, la perte ne résolut pas le conflit, elle le déplaça vers de nouvelles zones de friction, notamment dans le sud-ouest de la France, où les Anglais conservaient la Gascogne et la Guyenne, des régions vitales pour le commerce du vin et de la laine. La mer du Nord et la Manche devinrent des corridors de tension. En Flandre, région économiquement prospère grâce à son industrie textile, les villes dépendaient de l'importation de laine anglaise, ce qui les rapprochait politiquement de l'Angleterre. Mais les comtes flamands, subordonnés au roi de France, tentaient de rester fidèles à Paris. Cette dualité transforma la Flandre en une poudrière commerciale et politique dont le contrôle serait déterminant dans le conflit futur. Pendant ce temps, le pouvoir en Angleterre se consolidait après un siècle d'évolution institutionnelle. Le Parlement commençait à jouer un rôle de plus en plus visible dans la perception des impôts et l'administration royale s'était consolidée. L'île avait connu rébellions et réformes, mais son gouvernement central était plus stable que celui de son rival continental. La France, en revanche, se débattait encore entre le poids de la noblesse féodale et le désir de la monarchie d'affirmer son autorité sur les grands seigneurs. Sur le plan culturel, les deux royaumes partageaient des racines profondes. L'aristocratie parlait la même langue, le français normand, et leurs coutumes de cour étaient similaires. Les mariages mixtes entre nobles anglais et français étaient fréquents, renforçant des liens de sang qui, loin d'adoucir les différences, compliquaient encore davantage la question successorale. La royauté anglaise avait des droits de propriété et d'héritage sur des terres françaises, mais les lois féodales l'obligeaient à rendre hommage au monarque français, générant une relation de dépendance intolérable pour un roi gouvernant son propre royaume. Au fond, la rivalité avait deux dimensions. D'un côté, une lutte féodale pour la souveraineté. Le roi d'Angleterre devait-il se soumettre au roi de France concernant ses domaines continentaux? De l'autre, une compétition économique pour le contrôle des routes maritimes, du commerce textile et de l'influence politique sur les États vassaux d'Europe du Nord. Les deux tensions s'intensifieraient lorsque la dynastie capétienne commencerait à s'éteindre, laissant derrière elle un vide successoral qui changerait à jamais l'histoire européenne. Au début du XIVe siècle, la France était le royaume le plus peuplé et, en apparence, le plus puissant d'Europe occidentale. Son économie, cependant, souffrait des effets d'une agriculture fragile et de conflits internes constants entre la noblesse. L'Angleterre, plus petite et moins riche en ressources, compensait ses limites par une administration plus efficace et une marine de plus en plus active. En surface, les deux royaumes semblaient destinés à coexister. En réalité, ils se préparaient à une confrontation inévitable. Le point de rupture approchait. La crise de succession en France et la revendication d'Édouard III. L'année 1328 a marqué un tournant dans l'histoire de la France. La dynastie capétienne, qui avait régné sans interruption pendant plus de 3 siècles, s'éteignait avec la mort de Charles le IV le Bel, le dernier des fils de Philippe le Bel. Sans héritier mâle et sans descendant direct masculin dans la lignée capétienne, le trône restait en litige.
Ce qui semblait être un simple problème dynastique se transforma en une tempête politique qui entraînerait l'Europe dans plus d'un siècle de guerre. La loi féodale n'offrait pas de réponse claire. En France existait la soi-disant loi salique, une tradition juridique qui excluait les femmes du droit de succession à la couronne. Selon cette norme, seuls les hommes pouvaient hériter du trône ou transmettre des droits successoraux. Cependant, la loi salique était plus une interprétation flexible qu'une législation formelle. En temps de besoin, elle avait été ignorée ou réinterprétée, et beaucoup pensaient que la parenté la plus proche devait prévaloir. Quel que soit le genre intermédiaire, Charles IV avait laissé une sœur vivante, Isabelle de France, mariée à Édouard II d'Angleterre. Son fils, Édouard III, était donc petit-fils de Philippe le Bel et, par conséquent, le parent mâle le plus direct de la lignée capétienne. Pour beaucoup, cette ascendance faisait de lui l'héritier légitime du trône français. Mais accepter un roi anglais comme monarque de France impliquait d'unir sous une même couronne deux des royaumes les plus puissants d'Europe, ce que la noblesse française jugeait intolérable. Le pouvoir de décision revenait aux pères du royaume, les grands nobles et prélats convoqués en assemblée. Ils choisirent comme successeur Philippe de Valois, cousin du roi défunt, qui fut couronné Philippe VI de France. Il était un capétien de sang, bien qu'une branche secondaire, et son ascension fut justifiée par l'application stricte de la loi salique. Aucun trône français ne pouvait être transmis par une ligne féminine. La décision visait à protéger l'indépendance du royaume face à l'Angleterre, mais elle sema la graine d'un conflit dynastique que Édouard III n'oublierait jamais. Au début, le jeune monarque anglais, récemment consolidé sur son trône après le règne turbulent de son père, accepta la situation. En 1329, il se rendit à Amiens et rendit hommage à Philippe VI pour les fiefs qu'il conservait encore en France, notamment le duché de Guyenne. Cependant, ce geste n'était qu'une trêve diplomatique. L'hommage se fit avec réserve et le ressentiment anglais resta latent. La tension s'accentua pour des raisons économiques. Le commerce de la laine anglaise avec les villes flamandes dépendait de la stabilité entre les deux royaumes, et la politique française cherchait à contrôler la Flandre, affectant directement les intérêts anglais. Philippe VI, conscient du pouvoir de l'industrie textile flamande, tenta de soumettre les villes rebelles qui montraient de la sympathie pour l'Angleterre. Le comte de Flandre, Louis de Nevers, allié du roi français, fut temporairement renversé par une révolte d'artisans et de commerçants soutenus par les Anglais. Depuis Londres, Édouard III commença à financer discrètement les opposants de Paris dans un jeu d'influence qui annonçait la guerre ouverte. Parallèlement, les tensions commerciales se mêlèrent à des disputes maritimes dans la Manche. Des corsaires des deux côtés attaquaient les navires marchands et la frontière entre guerre et piraterie s'estompait. En 1336, le pape Benoît XII tenta de médiatiser l'hostilité croissante. Mais la diplomatie pouvait à peine contenir un conflit mêlant ambition, fierté et héritage. Philippe VI confisqua les biens de plusieurs alliés de l'Angleterre en France et en 1337 fit un pas décisif. Il déclara la confiscation du duché d'Aquitaine, alléguant qu'Édouard III n'avait pas rempli ses devoirs féodaux. Cela équivalait, en pratique, à une déclaration de guerre. Le coup fut intolérable pour le monarque anglais. En réponse, Édouard III proclama officiellement son droit au trône français, revendiquant la couronne au nom de sa mère, Isabelle de France. Il fit frapper des pièces avec les armes des royaumes de France et d'Angleterre réunis et ajouta à son titre celui de Rex Franciae. Par ce geste symbolique, le conflit de succession se transforma en une guerre totale. Il ne s'agissait pas seulement de récupérer un duché, mais de conquérir une couronne. La revendication anglaise trouvait un soutien dans de nombreux coins du continent. En Flandre, les villes industrielles, dépendantes de la laine anglaise, considéraient Édouard III comme un allié naturel. En Allemagne, l'empereur Louis de Bavière reconnut son droit au trône français, cherchant à affaiblir Paris. Philippe VI, quant à lui, consolida des alliances avec l'Écosse et certains principautés du nord de l'Italie. Le réseau d'engagement et de trahison croissait rapidement. Et en peu de temps, l'Europe se retrouvait divisée entre les partisans de chaque monarque. L'orgueil national, bien qu'encore naissant dans la mentalité médiévale, commença à se dessiner. Les Anglais se voyant comme un peuple insulaire, distinct, discipliné, avec une monarchie forte et une identité en construction.
Les Français, pour leur part, se percevaient comme les héritiers d'une civilisation supérieure, le cœur de la chrétienté et de la culture de cour. Dans ce choc des identités se préparait quelque chose de plus qu'une dispute d'héritage, une lutte pour la domination politique et morale de l'Europe occidentale. En 1337, après des années de provocation, confiscation et alliances croisées, les hostilités devinrent inévitables. Les flottes commencèrent à se mobiliser, les ports furent fortifiés et les nobles des deux royaumes convoquèrent leurs vassaux. Dans les villes côtières d'Angleterre, on construisait des navires et on rassemblait des troupes. Dans le nord de la France, les défenses étaient préparées et des mercenaires génois étaient recrutés pour renforcer la marine royale. Le son des marteaux dans les chantiers navals était le prélude au fracas d'une guerre qui marquerait des siècles d'inimitié. Le 24 mai 1337, Philippe VI confisqua officiellement les territoires d'Édouard III en France, déclarant que ces possessions étaient sous l'autorité directe de la couronne française. 2 semaines plus tard, Édouard répondit en envoyant des lettres de défi, un rituel féodal équivalent à une déclaration formelle de guerre. La machine de guerre se mit en marche. La guerre de 100 ans avait commencé. L'éclatement de la guerre, 1337. Au printemps de 1337, l'Europe fut secouée par une nouvelle conflagration qui dépassait les frontières de la tradition féodale, la déclaration de Philippe VI, confisquant les possessions d'Édouard III en France, fut l'étincelle qui déclencha un conflit prolongé, mêlant ambition personnelle, rivalités économiques et renaissance de vieilles haines nationales. La soi-disant guerre de 100 ans ne commença pas par un seul coup de feu, mais par une succession de provocations, de défis et de manœuvres diplomatiques qui transformèrent le continent en un échiquier de pouvoir. En Angleterre, la nouvelle de la confiscation provoqua l'indignation. Édouard III réunit son conseil et le Parlement, appelant non seulement à l'honneur du royaume, mais aussi à la justice de sa revendication dynastique. Le roi anglais présenta sa cause comme une défense légitime de ses droits héréditaires et surtout comme une réponse à l'offense française contre la souveraineté anglaise. Le Parlement approuva le financement d'une campagne militaire, soutenant l'idée que le monarque devait réclamer ce qui lui appartenait de droit. Les tensions commerciales renforcèrent l'urgence de la guerre. Le commerce prospère de laine anglaise vers les Flandres avait été interrompu par les politiques protectionnistes de Philippe VI. Les villes flamandes, dépendantes de cet approvisionnement, faisaient face à une crise économique. Gand, Bruges et Ypres, les grands centres manufacturiers, virent en Édouard III non seulement un allié politique, mais un sauveur de leurs moyens de subsistance. L'alliance anglo-flamande se scella avec pragmatisme. Les tisserands flamands avaient besoin de la laine anglaise et Édouard avait besoin de leur soutien logistique et financier sur le continent. Pendant ce temps, Philippe VI sécurisait ses propres pactes. Il scella des alliances avec l'Écosse, ennemi traditionnel de l'Angleterre, garantissant ainsi la menace d'une invasion dans le nord britannique au sud. Il signa des accords avec le royaume de Castille pour renforcer son pouvoir naval. La France, malgré ses divisions internes, restait l'une des puissances les plus riches d'Europe, capable de recruter des dizaines de milliers d'hommes et d'engager des flottes génoises expérimentées. Cependant, son armée était encore dominée par l'ancienne noblesse chevaleresque, confiante dans l'honneur, le combat au corps à corps et les charges de cavalerie, tandis que l'Angleterre commençait à moderniser sa structure militaire. La mobilisation fut lente, mais méticuleuse. Dans les ports anglais de Portsmouth et Southampton, on enrôlait charpentiers, archers et marins. Les flottes de transport s'organisaient avec les premiers navires de guerre, dotés de catapultes, de balistes et d'archers. En France, les héros royaux parcouraient les provinces, convoquant les seigneurs féodaux sous la ban et arrière-ban, l'ancienne convocation aux armes du roi. Des milliers de chevaliers répondirent avec enthousiasme, sans imaginer que les guerres médiévales étaient sur le point de se transformer en quelque chose de complètement différent. Le premier front ne fut pas terrestre mais maritime. Les attaques de pirates dans la Manche se multiplièrent. Les corsaires français pillèrent Southampton et Plymouth, tandis que les Anglais ripostaient en attaquant Boulogne et le Tréport. Les mers se remplirent de galères mercenaires, beaucoup italiennes, engagées par les deux couronnes. C'était une guerre hybride, où les frontières entre le militaire et l'économique se brouillaient. Chaque navire coulé ou saisi représentait une perte d'or, de marchandises et de morale.
En 1338, Édouard III traversa la Manche pour la première fois, accompagné de ses alliés flamands et de l'empereur Louis IV de Bavière, qui lui reconnut formellement le titre de « roi de France ». Ce geste, plus symbolique que pratique, lui conféra une légitimité auprès des princes du Saint-Empire romain germanique, mais l'engagea également dans une coûteuse campagne sur le continent. Son armée, bien que disciplinée, était petite pour une guerre de conquête. L'économie anglaise, basée sur les taxes sur le commerce de la laine, pouvait à peine soutenir une campagne prolongée. La stratégie initiale fut celle d'une guerre d'usure, attaquant les positions côtières et les routes commerciales françaises. Les Anglais évitaient les batailles rangées directes, misant sur des incursions rapides, des pillages et des blocus. Philippe VI répondit en mobilisant ses troupes vers la Flandre, essayant de couper les lignes d'approvisionnement d'Édouard. Durant ces premières années, les affrontements furent fragmentaires et dispersés. Escarmouches avancées, combats navals et campagnes courtes sans résultat décisif. Cependant, les tensions accumulées annoncèrent un affrontement majeur. En 1339, les deux armées se retrouvèrent face à face dans le nord de la France, près de Cambrai. Pendant des jours, elles se surveillèrent mutuellement, échangeant provocations et menaces. Les Français, supérieurs en nombre, attendaient une charge frontale anglaise. Les Anglais, mieux organisés, cherchaient à forcer l'ennemi à attaquer sur un terrain défavorable, mais aucune des deux parties n'osa porter le premier coup. Les pluies et le manque de provisions dispersèrent la concentration. La première rencontre se termina sans combat, un prologue tendu pour une guerre à peine naissante. Édouard III comprit que la clé ne résidait pas à l'intérieur de la France, mais dans la domination des mers. Le contrôle de la Manche signifiait le contrôle de l'approvisionnement, du commerce et des routes d'invasion. Ainsi commença la préparation d'une grande confrontation navale qui déciderait de la suprématie initiale du conflit. Pendant que les chantiers navals anglais travaillaient jour et nuit, le roi Philippe rassembla une flotte avec le soutien de Gênes, convaincu que la victoire en mer scellerait le destin de l'Angleterre. L'hiver 1339 à 1340 marqua une brève accalmie. Les deux couronnes faisèrent face à des crises financières. Les prêts des banquiers lombards, les taxes extraordinaires et l'épuisement des réserves mettaient à l'épreuve la résistance économique des royaumes à Londres. Le Parlement exigeait des résultats. À Paris, les nobles pressèrent le roi d'obtenir des victoires justifiant les sacrifices. Le conflit, loin de s'arrêter, s'étendait comme une tempête inévitable. Au début de 1340, la flotte française, l'une des plus grandes de son temps, se concentra dans le port de Sluis, sur la côte flamande. Plus de 200 embarcations attendaient l'attaque anglaise, sûres que leur supériorité numérique suffirait, mais Édouard III, décidé à porter un coup décisif, appareilla avec une flotte plus petite, mais mieux organisée et composée principalement de marins expérimentés. La suprématie anglaise sur les mers, la bataille de Sluis 1340. En juin 1340, les vents de la Manche poussaient vers le nord l'une des flottes les plus ambitieuses qu'Angleterre ait jamais rassemblées. Des centaines de voiles blanches se dressaient à l'horizon, transportant non seulement des soldats et des archers, mais le destin même d'une nation qui cherchait à s'affirmer comme puissance maritime. À la tête de l'expédition marchait le roi Édouard, 3 en personne, décidé à porter un coup capable de compenser les défaites diplomatiques et de consolider sa revendication au trône français par une victoire visible devant le monde. La France avait concentré dans le port de Sluis, près de l'actuelle Belgique, une impressionnante armada, entre 180 et 200 navires, dont beaucoup de galères méditerranéennes louées aux Génois, des hommes expérimentés dans les combats côtiers. La flotte était commandée par Hugues Quiéret et Nicolas Béhuchet, 2 marins vétérans de la guerre contre la Flandre, qui avaient disposé leurs bateaux en formant une ligne fermée le long de l'estuaire du Zwin amarrés entre eux par des chaînes. Les vaisseaux français formaient un mur flottant presque impénétrable. Comptant sur la supériorité de leur nombre, Édouard, cependant, comprit la nature de cette formation. Les Français étaient immobilisés dans un espace restreint, transformant leur force en vulnérabilité. Sa flotte, bien que moins nombreuse, composée d'environ 150 embarcations, était en grande partie constituée de navires de transport, reconvertis en vaisseaux de guerre, manœuvrés par des marins aguerris du commerce du Nord et des archers ayant combattu à terre Édouard, les divisa en 3 groupes.
L'avant-garde sous le commandement des comtes de Northampton et de Huntingdon, le corps principal sous sa direction, et l'arrière-garde dirigée par l'amiral Robert Morley-la-Bataille, commença le 24 juin 1340, jour de la Saint-Jean. Les chroniqueurs racontent qu'au lever du soleil, le soleil illuminait les voiles anglaises comme une marée brillante avançant depuis l'ouest. Le vent était de leur côté. Édouard attendit le moment exact où la marée monterait et lança son attaque avec le courant à son avantage. Ses bateaux foncèrent sur la ligne française tandis que les archers, postés sur les ponts élevés, déversaient une pluie de flèches sur les ennemis piégés dans les cordages de leurs propres navires. La différence tactique fut écrasante. Les archers anglais, entraînés à l'arc long gallois, pouvaient tirer 3 fois plus vite que les arbalétriers génois employés par les Français. En quelques minutes, les ponts ennemis se transformèrent en chaos de corps et d'éclats de bois. Profitant de la confusion, les Anglais abordèrent les vaisseaux français un par un, combattant au corps à corps avec épée et hache. Les chaînes reliant les navires empêchaient toute manœuvre, transformant le combat en une boucherie statique. Édouard Louis-Mémé combattit sur le pont, protégé par ses hommes. Selon les chroniqueurs Jean Froissart et Geoffrey Le Baker, la mer s'est teinte de rouge et les cris se mêleront au fracas des mâts brisés. Les Français, sans possibilité de retraite, résisteront avec désespoir. Hugues Quiret fut capturé et exécuté plus tard. Nicolas Béhuchet mourut noyé en tentant de s'échapper. Les galères génoises furent incendiées ou coulées et les restes de la flotte furent presque entièrement détruits. Seules quelques embarcations réussiront à fuir vers l'ouest, poursuivies jusqu'à tomber sous les arcs anglais. Lorsque le combat cessa, l'estuaire de Sluis était couvert de débris flottants et de cadavres. La victoire fut totale. On estimait que plus de 15,000 Français moururont lors de la bataille, contre quelques centaines d'Anglais. Édouard Louis-Mémé envoya une lettre à l'archevêque de Canterbury, décrivant le triomphe comme un miracle accordé par Dieu. L'Angleterre avait accompli ce qu'aucun monarque n'avait réalisé jusqu'alors, anéantir la puissance navale française et assurer la domination de la Manche. Les conséquences furent profondes. Avec le contrôle de la mer, l'Angleterre assurait ses routes commerciales avec la Flandre et sa capacité à transporter des troupes sur le continent sans opposition. La France, en revanche, était exposée et humiliée. La perte de sa flotte affaiblit le moral du royaume et nuisit à son commerce atlantique. Philippe VI fut contraint de redoubler ses efforts militaires par voie terrestre, comptant sur sa cavalerie pour récupérer le prestige perdu. La mer, jusqu'alors un décor secondaire dans la guerre médiévale, devint un champ décisif du pouvoir national. Le triomphe de Sluis eut également un effet politique immédiat. À Londres, le Parlement célèbre la nouvelle avec enthousiasme. Les commerçants voyant dans la victoire une garantie pour leurs intérêts maritimes et la noblesse, un prélude à la gloire. Édouard III émergeait comme un leader charismatique, un roi guerrier au visage illuminé par le succès. Cependant, la guerre ne faisait que commencer. La flotte victorieuse devait servir de pont pour une invasion terrestre, et les ressources du royaume commençaient à se ressentir. Les prêts aux banquiers florentins des maisons Bardi et Peruzzi atteignaient des sommes astronomiques. L'Angleterre dépendait de la victoire pour payer ses dettes. En France, la défaite provoqua colère et peur. Philippe VI ordonna une nouvelle levée de chevaliers et renforça les défenses du Nord. L'orgueil français se concentre sur l'idée que la guerre devait se décider sur terre, là où la noblesse pouvait récupérer son honneur. Ils se préparaient à recevoir l'ennemi avec toute la pompe de la cavalerie médiévale, sans savoir que les prochaines batailles changeraient à jamais la manière de faire la guerre en Europe. L'été 1340 marqua la consécration de la puissance navale anglaise et le début d'une guerre prolongée qui, pour la première fois, ne serait pas définie par les murs d'un château, mais par la stratégie, la distance et l'économie. L'Angleterre avait conquis la mer. Désormais, le défi serait de conquérir le continent. La chevalerie française contre l'arc long anglais, Crécy 1346. L'été de 1346 a marqué l'un des moments les plus décisifs de la guerre de 100 ans. 6 ans après la victoire navale de Sluis,
Édouard III entreprit l'invasion la plus ambitieuse de son règne. Avec le contrôle assuré de la Manche, il rassembla une force d'environ 15 000 hommes, composée de chevaliers, d'hommes d'armes, d'infanterie légère et d'un contingent clé. Des milliers d'archers entraînés à l'arc long anglais, une arme qui démontrerait bientôt sa létalité. L'armée partit de Portsmouth le 11 juillet 1346 et débarqua à Saint-Vaast-la-Hougue, en Normandie. De là, Édouard avança vers l'intérieur du pays dans une campagne éclair, pillant et détruisant villages, greniers et fortifications. L'objectif était double: affaiblir l'économie française et provoquer le roi Philippe VI afin qu'il affrontât l'armée anglaise sur un champ ouvert. À chaque pas, les villages brûlaient et la fumée s'élevait comme un signe visible du défi anglais. Édouard marchait sans intention de conquérir, mais pour humilier. Philippe VI, surpris par la rapidité de l'invasion, mobilisa une armée massive, supérieure en nombre, plus de 35 000 hommes, incluant l'élite de la noblesse française, des compagnies de chevaliers allemands, des miliciens et une unité de arbalétriers génois engagés à prix d'or. Le roi français avait une confiance totale en sa cavalerie lourde, symbole de son pouvoir féodal. L'idée que les paysans anglais avec des arcs puissent affronter les chevaliers de France était impensable pour la mentalité de l'époque. Édouard, conscient de son infériorité numérique, chercha un terrain favorable. Après avoir traversé la Somme et échappé à une embuscade à Blanchetaque, il choisit sa position près du village de Crécy-en-Ponthieu, une colline douce avec des bois sur les flancs et la petite rivière Maille à l'avant. Là, il établit une défense solide, avec les archers formant des lignes échelonnées et les tranchées protégées par des piquets aiguisés plantés dans le sol. Le roi anglais déploya son armée en 3 corps, le premier commandé par son fils, Édouard de Woodstock, plus tard connu sous le nom de Prince Noir, le deuxième sous les comtes de Northampton et d'Arundel, et le troisième en réserve sous son propre commandement. Le 26 août 1346, sous un ciel chargé de nuages, les troupes françaises arrivèrent épuisées après une marche forcée. Philippe VI, impatient de punir l'envahisseur, ordonna l'attaque sans attendre la réorganisation de son armée. Ce fut la première erreur. Les arbalétriers génois ouvrirent le combat, mais la pluie avait humidifié leurs cordes, réduisant la portée de leurs tirs. Quand ils avancèrent pour tirer, les archers anglais répondirent par une pluie de flèches qui s'abattit sur eux comme une tempête de fer. En quelques minutes, les Génois commencèrent à reculer, désorganisant les lignes françaises. Les chevaliers, irrités par ce qu'ils considéraient comme une lâcheté, chargèrent à travers leurs propres alliés génois, les écrasant sous leurs chevaux. Ce fut la deuxième erreur. Les lignes françaises se transformèrent en chaos. Alors que les chevaux s'enfonçaient dans la boue et que les cavaliers tentaient de se réorganiser, les archers anglais continuaient à tirer sans relâche, visant les chevaux pour désarçonner les nobles. Le champ se couvrit d'hommes d'armes pris entre les corps de leurs montures et les piquets plantés dans le sol. Les chroniques décrivent la scène comme un enfer. Le fracas de l'acier, le hennissement des chevaux mourants, le rugissement de milliers d'arcs se tendant à l'unisson. Les charges françaises se succédèrent encore et encore, toujours avec le même résultat: un mur de flèches et une défense impénétrable. Édouard III, observant depuis une colline, refusa d'envoyer des renforts au prince noir, voulant que son fils affronte l'épreuve lui-même. Lorsqu'un de ses commandants demanda de l'aide pour le jeune héritier, le roi répondit « Laissez-le gagner ses éperons ». À la tombée de la nuit, la cavalerie française était détruite. Les cadavres de comtes, ducs et barons couvraient le champ de bataille. Parmi les morts se trouvait Jean de Bohême, le légendaire roi aveugle qui avait insisté pour combattre attaché à ses hommes afin de ne pas se retirer. Son geste d'honneur se transforma en symbole de la tragédie française. Édouard III, victorieux, ordonna de rendre hommage à son courage et adopta les 3 plumes de Bohême comme emblème du prince de Galles, un symbole qui perdure encore aujourd'hui. La défaite fut dévastatrice. Des milliers de nobles avaient péri, et la suprématie de la cavalerie médiévale était mortellement atteinte. Pour la première fois dans l'histoire européenne, une armée de paysans armés d'arcs avait anéanti l'élite féodale du continent. La bataille de Crécy démontra que l'ordre chevaleresque était condamné, que le pouvoir ne résidait plus uniquement dans la bravoure du cavalier, mais dans la discipline, la technologie et la tactique.
L'Angleterre avait trouvé son avantage, la combinaison de l'arc long, de la défense ordonnée et de la patience stratégique. Après la victoire, Édouard marcha vers le nord, assiégeant la ville de Calais, le dernier bastion côtier qui résistait encore aux Anglais. Le siège de Calais, 1346-1347. Après la victoire écrasante à Crécy, Édouard III d'Angleterre se dirigeait vers la côte nord de la France avec une idée claire: consolider sa conquête en assurant un point d'entrée permanent sur le continent. La ville choisie fut Calais, une porte fortifiée située face à la Manche, à seulement 30 km de Douvres, stratégiquement placée pour contrôler les routes maritimes entre l'Angleterre et la Flandre. Si Calais tombait, la domination anglaise sur le nord de la France serait pratiquement incassable. Calais n'était pas une ville ordinaire. 6 remparts de pierre, renforcés par des tours et bastions, s'élevaient sur un terrain marécageux difficile à assiéger. Son porte, protégée par les marais et des canaux naturels, permettait l'arrivée constante de provisions depuis la mer. À la tête de la défense se trouvait Jean de Vienne, un chevalier expérimenté qui jura de résister jusqu'au bout. Il savait que Philippe VI, après la défaite de Crécy, rassemblait une nouvelle armée pour secourir la place. Son objectif était de résister assez longtemps pour que l'aide arrive. Le siège commença en septembre 1346. Édouard installa son quartier général au sud de la ville et ordonna la construction d'un immense camp fortifié, connu sous le nom de la ville des Anglais, avec des rues, des tentes et même une chapelle, prête à résister à l'hiver. Les Anglais bloqueront tous les accès terrestres et placeront leur flotte devant la porte, empêchant l'approvisionnement par la mer. Calais se trouvait ainsi complètement assiégée. La guerre, qui jusqu'alors avait été une succession de combats et de charges, se transforma en une épreuve de résistance. Pendant les premiers mois, les Anglais tenteront plusieurs assauts directs, mais les murs résisteront. Les machines de siège, comme les catapultes, trébuchets et tours mobiles, lançant des pierres, du feu grégeois et des projectiles en plomb. Les défenseurs ripostaient avec des arbalètes, des chaudrons d'huile et des attaques nocturnes contre les camps ennemis. Aucun ne céda. Pendant 6 temps, la femme commençait à s'emparer de la ville. Les chroniqueurs racontant que les habitants mangeaient des chevaux, des chiens et des rats, et que même les personnes âgées et les enfants furent exilés pour économiser des provisions. Édouard, implacable, ordonna que les expulsés ne soient pas recus dans son camp. Ils mourront de faim entre les lignes. La guerre devint un siège de patience. L'hiver 1346 fut rude, mais les Anglais étaient mieux approvisionnés. D'Angleterre arrivaient des navires chargés de vivres, d'armées de renfort. Le blocus naval était total. Les tentatives de Philippe VI pour le briser échouèrent les unes après les autres. En juin 1347, enfin, le roi français avança avec son armée vers le nord. La tension atteignit son paroxysme. Édouard prépara ses défenses, prêt à offrir une bataille décisive si l'ennemi s'approchait. Mais lorsque Philippe arriva aux abords de Calais, il se trouva face à une armée anglaise retranchée, protégée par des rivières, des pieux et des fortifications. Les conseillers français l'avaient averti du risque. Attaquer serait suicidaire. Pendant plusieurs jours, les deux armées s'observeront à distance. Les vivres de l'armée française se faisaient rares, et le moral était au plus bas. Philippe, craignant de répéter le désastre de Crécy, ordonna la retraite. Calais était laissé à son sort. Les défenseurs, voyant disparaître la poussière des chevaux français à l'horizon, compriront qu'ils étaient seuls. Le 3 août 1347, Jean de Vienne, sans nourriture ni espoir, demanda la reddition. Édouard exigeait une capitulation totale. Il voulait que 6 des principaux citoyens de Calais se livrent pieds nus, avec des cordes au cou et les clés de la ville en main, en signe d'humiliation. La scène fut relatée par le chroniqueur Jean Froissart. 6 notables, dirigés par Eustache de Saint-Pierre, sortiront des portes de la ville, pâles, vêtus de tuniques de lin, marchant parmi les soldats ennemis vers le camp anglais. Le roi ordonna qu'ils soient exécutés en exemple, mais la reine Philippe de Hainaut,
émués par leur courage, intercèdent pour leur vie et obtiennent leur pardon. Ces gestes humanitaires demeurent gravés dans la mémoire européenne comme l'un des épisodes les plus dramatiques du XVIIe siècle. Après la reddition, Édouard permit aux habitants de choisir partir en laissant leurs biens ou rester sous domination anglaise. La majorité quitta la ville immédiatement. Les Anglais repeupleront Calais avec des familles loyales venues d'Angleterre, établissant une enclave militaire et commerciale qui resterait entre les mains britanniques pendant plus de 200 ans. Le port devint la porte d'entrée du pouvoir anglais sur le continent, une base navale, un point d'espionnage et un symbole de prestige. Sa capture consolide le prestige d'Édouard III comme stratège et monarque de guerre. Pour la France, la chute de Calais fut un coup dévastateur. Le royaume, épuisé par les défaites et le coût économique, était au bord de l'effondrement. Les récoltes échouant, les routes commerciales étaient interrompues et le trésor royal était vide. Cependant, un ennemi bien plus redouté que les Anglais était sur le point de franchir les frontières, invisible et implacable, une maladie qui transformerait l'Europe et suspendrait le conflit complètement. La peste noire et la pause dans la guerre, 1348 à 1352. Lorsque les échos du siège de Calais résonnaient encore dans le nord de la France, un ennemi silencieux commença à se répandre depuis les ports de la Méditerranée. En 1347, les navires génois partis de Crimée apportèrent avec eux une mort invisible. Les rats, cachés dans les cales, transportaient des puces infectées par Yersinia pestis, la bactérie responsable de la peste noire. En quelques mois, la maladie traversa l'Italie, franchit les Alpes et atteignit Paris, Londres et la Flandre. Aucune armée ni muraille ne put l'arrêter. L'apogée militaire de l'Angleterre et de la France fut soudainement paralysée. Les routes commerciales se fermèrent, les marchés se vidèrent et les champs de bataille furent abandonnés. En 1348, tandis qu'Édouard III célébrait encore la prise de Calais, les premiers foyers atteignirent le sud de l'Angleterre. Les chroniques racontent que les cadavres s'empilaient dans les rues et que les prêtres mouraient avant de pouvoir enterrer les morts. En France, la peste frappa avec une égale fureur. Les villes les plus densément peuplées se transformèrent en cimetières ouverts. L'ampleur de la tragédie était inimaginable. Entre un tiers et la moitié de la population européenne périt en à peine 4 ans. Aucun royaume, aussi puissant soit-il, ne resta indemne. Les armées se dissolurent, les ports fermèrent et les navires restèrent amarrés en silence. Les hommes qui avaient survécu à Crécy ou Calais mouraient maintenant sans avoir dégainé leurs épées. Les mêmes routes qui avaient porté troupes et marchandises se transformèrent en voies de contagion. L'impact psychologique fut profond. Les chroniqueurs parlaient du châtiment de Dieu, de la fin des temps. Les flagellants parcouraient les villages en se fouettant publiquement à la recherche du pardon divin, tandis que d'autres cherchaient des coupables parmi les marginaux, les lépreux ou les juifs, victimes de persécutions sauvages. La cohésion sociale s'effondra. Les lois cessèrent d'être appliquées, les impôts s'effondrèrent et les champs restèrent en friche. La peste ne distinguait ni rang ni lignée. Paysans et évêques, mendiants et reines mouraient. Le royaume même de France, épuisé par les défaites militaires, fut pratiquement paralysé. En Angleterre, Édouard III tenta de maintenir la stabilité. Il ferma les ports aux navires venant du continent et ordonna des quarantaines, mais la maladie était déjà partout. À Londres, on creusa des fosses communes à Smithfield et Spitalfields, et les cloches des églises sonnaient sans relâche. Les archives de l'époque mentionnent des villages entiers abandonnés, des champs devenus friches et des villes où la moitié des métiers disparurent. La peste affecta non seulement la démographie, mais aussi l'économie. Les salaires explosèrent face au manque de travailleurs. Le système féodal commença à se fissurer, et les paysans gagnèrent un pouvoir qu'ils n'avaient jamais eu. En France, la peste atteignit même la cour papale d'Avignon, où le pape Clément VI s'isola parmi des bûchers allumés, croyant que la fumée purifierait l'air. Les médecins portaient eux des vêtements en cuir et des masques à bec remplis d'herbes aromatiques, une image qui devint le symbole de la terreur médiévale. Dans les villes assiégées, les cadavres étaient jetés dans les rivières ou brûlés en masse.
La guerre qui avait saigné l'Europe pendant une décennie s'arrêta non par trêve ou traité, mais par l'impossibilité pure et simple de la poursuivre. En 1350, la peste commença à s'estomper lentement, bien que son ombre persistât. La génération survivante avait vu s'effondrer l'ordre du monde connu. Les grandes armées disparurent, les fortunes se diluèrent et l'autorité des rois fut remise en question. En Angleterre, Édouard III avait du mal à percevoir les impôts. Les paysans réclamaient de meilleures conditions et certains nobles commencèrent à remettre en cause l'utilité d'une guerre qui semblait interminable. En France, la population réduite et la perte de revenus fiscaux affaiblirent le pouvoir royal, justement au moment où le pays avait le plus besoin de se reconstruire. Cependant, la pause dans la guerre n'apporte pas la paix. Les compagnies de mercenaires errant sur le territoire, pilant des villages et prélevant des péages sur leur passage. Beaucoup d'entre eux étant des vétérans de Crécy ou de Calais, des hommes endurcis par la violence qui ne savaient pas vivre sans elle. Sur les routes françaises, la peur ne venait plus des armées anglaises, mais de ces bandits organisés, connus sous le nom des routiers. La France, affaiblie et dépeuplée, devint une mosaïque de ruines et de seigneuries isolées. La peste avait changé l'équilibre du pouvoir. Lorsque les armées commenceront à se réorganiser dans les années 1350, le monde était différent. Les rois faisaient face à des populations rares, des économies détruites et une morale brise. Mais l'ambition n'était pas morte. En Angleterre, le jeune prince noir, celui-là même qui avait commandé les lignes de Crécy, se préparait à poursuivre l'œuvre de son père. En France, un nouveau monarque, Jean II le Bon, héritait d'un trône vacillant et d'un pays dévasté. Poitiers, 1356, est la capture du roi français Jean II. 8 ans après le passage dévastateur de la peste noire, l'Europe n'avait toujours pas cicatrisé ses blessures, les villages étaient à moitié déserts, les champs sans main pour les cultiver et les caisses royales vides. Cependant, la guerre entre l'Angleterre et la France reprit avec la même férocité qu'auparavant. En 1355, Édouard, prince de Galles, plus connu sous le nom de prince noir, entreprit une offensive dévastatrice dans le sud de la France. Son armée, composée de vétérans aguerris et de compagnies d'archers, parcourut l'Aquitaine, la Gascogne et le Languedoc lors d'une série d'incursions rapides appelées chevauchées, destinées à piller, incendier et terroriser. Les chevauchées ne visaient pas à conquérir des territoires, mais à détruire l'économie française. Là où passaient les Anglais, les villages étaient rasés, les moulins brûlés et les greniers vides. La terreur paralysait la résistance. C'était une nouvelle forme de guerre, plus brutale et moins chevaleresque, où la faim et la peur étaient des armes aussi efficaces que l'épée. La réputation du prince noir grandit rapidement. Sa discipline, son sang-froid et son talent tactique firent de lui le nouveau symbole du pouvoir anglais. Pendant 6 temps, la France tentait de se réorganiser sous un nouveau monarque, Jean II le Bon, fils de Philippe VI. C'était un roi courageux mais impulsif. Décide de restaurer l'honneur de la couronne, il rassembla une armée immense, supérieure en nombre et motivée par la soif de vengeance. Contrairement à son père, Jean décida de diriger personnellement la campagne, convaincu qu'une victoire en bataille ouverte effacerait la honte de Crécy. Son armée, composée d'environ 20,000 hommes, incluait les plus nobles de France, tandis que les forces anglaises ne dépassaient en guerre 6,000. En septembre 1356, les colonnes françaises intercepteront l'armée anglaise près de la ville de Poitiers, au cœur du Poitou. Le prince noir, conscient de son désavantage, choisit soigneusement son terrain, une position élevée, entourée de vignobles et de haies naturelles, idéale pour contenir les charges de cavalerie. Il disposa ses troupes en 3 lignes défensives, avec les archers sur les flancs et les hommes d'armes au centre, protégeant un chemin étroit entre les vignobles. Il avait appris la leçon de Crécy et était prêt à la répéter, le 18 septembre 1356. Jean II avança confiant vers l'ennemi. Avant la bataille, les envoyés du cardinal de Talleyrand tentèrent de négocier une trêve.
Le prince noir offrit de rendre ses boutins et de se retirer pacifiquement si on lui permettait de marcher. Jean II, enflammé par l'idée d'une victoire totale, rejeta la proposition. Le roi voulait détruire l'armée anglaise et capturer son commandant. Si fut son erreur fatale, la bataille commença par une charge frontale des chevaliers français, soutenus par une infanterie désordonnée. Les archers anglais, cachés derrière les haillers, ouvriront le feu. Les flèches tomberont par vagues, brisant les formations avant que les cavaliers ne puissent atteindre les lignes ennemies. Les chevaux tomberont blessés, bloquant l'avancée et les corps s'amonceleront dans les trois terrains. La cavalerie s'effondra en quelques minutes et les hommes d'armes français, coincés entre les vignobles, deviendront des cibles faciles pour les archers. Jean II, voyant la confusion, ordonna une deuxième charge dirigée par son fils Philippe le Hardi. Les Anglais reculèrent brièvement, feignant la faiblesse, et le roi crut avoir la victoire à portée de main. Mais c'était un piège. Depuis une colline voisine, le prince noir lança sa contre-attaque. Un groupe de cavaliers cachés surgit sur le flanc français, coupant leur ligne de commandement. En quelques minutes, le champ se transforma en chaos. Les Français, sans espace pour manœuvrer, furent encerclés. La bannière royale tomba au sol. Jean II a combattu avec courage. Vêtu de son armure bleue ornée de fleurs de lis, il résista jusqu'au bout, entouré d'une poignée de chevaliers loyaux. Lorsque son fils fut blessé et renversé, le roi cria « Ne fuis pas, Philippe, aujourd'hui nous gagnerons ou mourrons ensemble. » Mais le combat était déjà perdu. Autour de lui, des milliers de soldats français gisaient morts ou prisonniers. Jean II lui-même fut capturé par un chevalier anglais nommé Denis de Montbec, qui le remit au prince noir. Le roi de France était désormais otage de l'ennemi. La nouvelle se répandit comme un éclair à travers l'Europe. La France avait perdu son souverain, son armée et sa fierté. Le prince noir traita son prisonnier avec courtoisie et l'escorta jusqu'à Bordeaux, d'où ils voyageront tous deux en Angleterre. Là, Jean II fut reçu comme un monarque, non comme un captif, logé dans des palais, avec serviteurs et escortés, bien que sous surveillance constante. L'Angleterre célèbre la victoire comme l'aboutissement de sa suprématie militaire. Édouard III le présenta au Parlement de Londres comme symbole du pouvoir anglais sur la France. En France, le vide du pouvoir fut catastrophique. Les provinces se révolteront, les impôts augmenteront et les nobles commenceront à se disputer le contrôle des régions. La Jacquerie, l'une des rébellions paysannes les plus violentes du Moyen Âge, éclata en 1358, alimentée par la faim et le ressentiment. Tandis que le pays brûlait, la couronne anglaise exigeait une rançon colossale pour la liberté du roi, 3 millions de couronnes d'or. L'État français, déjà ruiné, ne pouvait la payer. Les victoires anglaises avaient atteint leur apogée. En moins de 20 ans, l'Angleterre avait détruit 10 armées françaises, conquis Calais et capturé un roi. Mais maintenir cette domination devenait de plus en plus difficile. Le traité de Bretigny, 1360. Après la catastrophe de Poitiers, le royaume de France sombra dans le chaos. Avec son roi Jean II le bon prisonnier en Angleterre et le dauphin Charles exerçant un pouvoir précaire depuis Paris, le pays s'effondrait sous le poids de la défaite. Les villes se révoltaient, les paysans se soulevaient contre les nobles et les compagnies de mercenaires errant librement, pilant des villages sans drapeau ni cause. La monarchie française était en ruine et les victoires anglaises avaient atteint leur apogée. Mais même pour l'Angleterre, la guerre commençait à devenir insoutenable. Depuis Londres, Édouard III savait que maintenir l'occupation militaire et la captivité du roi français représentait un fardeau économique colossal. Son trésor s'épuisait et la pression du Parlement augmentait. La peste avait décimé sa population, les impôts augmentaient et le commerce avec la Flandre souffrait. Le prince noir lui-même, bien que victorieux, n'avait pas pu consolider un contrôle durable sur le territoire français. Le conflit avait besoin d'une pause. La guerre devait se traduire par des bénéfices tangibles avant que les dettes ne dévorent ses succès. En France, le mécontentement atteignit son paroxysme en 1358, lorsque la Jacquerie éclata
Une rébellion paysanne aux dimensions apocalyptiques. Des hommes armes de fossiles et de massouets attaqueront des châteaux, assassineront des nobles et brûleront les registres féodaux. Le pays entier semblait sur le point de s'effondrer. Le dauphin Charles parvint à réprimer la révolte avec l'aide de la noblesse, mais le message était clair. Si la guerre continuait, il ne resterait aucun royaume à gouverner. Dans le même temps, le royaume anglais faisait face à des mutineries de ses soldats impayés et à une inflation qui rendait impossible le maintien des armées sur le terrain. Les deux camps étaient épuisés, la diplomatie, jusque-là reléguée, devint la seule issue viable. En 1359, Édouard III débarqua à nouveau en France avec une armée puissante, espérant imposer son titre de roi de France par la force. Il marcha vers Reims, avec l'intention symbolique d'être couronné, là où les rois français recevaient l'onction divine. Mais la ville résista. Les pluies et le manque de vivres transformeront la campagne en échec. Incapable de forcer une reddition, Édouard se dirigeait vers le sud, vers Chartres, où une tempête de grêle détruisit une partie de son campement. Il interpréta ces désastres naturels comme un signe divin. La guerre devait cesser. Dans ce contexte d'épuisement et de superstition, les négociations de paix commenceront. Des représentants des deux royaumes se réuniront dans la petite localité de Bretigny, près de Chartres. Pour l'Angleterre, les envoyés du roi. Pour la France, le dauphin Charles et les conseillers du captif Jean II. Les débats furent intenses, prolongés pendant des semaines. L'Angleterre exigeait de vastes territoires, l'indépendance totale de ses possessions continentales et une rançon colossale pour le roi. La France, acculée, accepta des conditions qui auraient été impensables quelques années auparavant. Le traité de Bretigny, signé le 8 mai 1360, marqua un cessez-le-feu et redéfinissait la carte politique de l'Europe occidentale. Ses principales clauses furent claires et humiliantes pour la France. Édouard III renonçait formellement à sa revendication au trône français, mais en échange, il recevait la pleine souveraineté sur l'Aquitaine, la Gascogne, le Poitou, Calais, le Ponthieu et Guînes, sans obligation de rendre hommage au roi français. De plus, la rançon de Jean II fut fixée à 3 millions d'écus d'or, une somme monumentale à payer en plusieurs échéances. Jusqu'au paiement complet, le roi resterait prisonnier à Londres. Le traité ne rendait pas seulement de vastes territoires à l'Angleterre, mais reconnaissait également son autorité sur eux en tant que royaume indépendant au sein du continent. C'était la plus grande reconnaissance du pouvoir anglais en France depuis l'époque de Guillaume le Conquérant. L'accord fut ratifié à Calais, où Jean II, encore captif, signa solennellement son acceptation. Peu après, il fut libéré et retourna à Paris, accueilli comme un héros de la patience, bien que sa libération ait coûté à la France l'épuisement de ses dernières réserves d'or. Pendant une brève période, la paix sembla possible. L'Angleterre célébra la victoire diplomatique avec fierté. Les commerçants reprirent leur route vers les Flandres, les caisses royales se stabilisèrent et Édouard III jouit de son apogée en tant que monarque guerrier. Mais sous cette apparente tranquillité, les tensions ne disparurent pas. La France, fragmentée et ressentie, voyait le traité comme une humiliation temporaire, une blessure ouverte qui devait être vengée. En 1363, le roi Jean II accomplit un geste inédit. L'un de ses fils, Louis d'Anjou, s'échappa de la captivité anglaise alors qu'il servait de otage de garantie fidèle à sa parole. Jean, déterminé à ne pas rompre le serment signé à Bretigny, retourna volontairement en Angleterre pour le remplacer en prison. Il y mourut en 1364, devenant le symbole de la chevalerie française perdue au milieu de la crise. Sa mort ouvrit la voie à son fils, Charles V, un monarque au tempérament froid, pragmatique et décidé à récupérer tout ce que son père avait perdu. La reconquête française, sous Charles V, est du Guesclin. La mort de Jean II le Bon en 1364 a marqué la fin d'une ère pour la France et le début d'une autre, beaucoup plus calculatrice et patiente. Le nouveau monarque, Charles V, monta sur le trône à un moment où le royaume semblait condamné à la fragmentation. Les Anglais dominaient de vastes régions du sud-ouest, le nord était occupé par des garnisons étrangères et les caisses de l'État étaient vides. Mais le jeune roi, surnommé le Sage, ne serait pas un monarque de gestes héroïques ni de charges glorieuses, il serait plutôt un architecte de la récupération,
un stratège politique qui transformerait la guerre en un art d'usure et de diplomatie. Charles Secrunck avait appris à ses dépens les erreurs de son père. Il avait été témoin du désastre de Poitiers, des révoltes de la Jacquerie et de l'effondrement du système féodal. Il comprenait que la France ne pouvait pas affronter l'Angleterre dans des batailles rangées. Sa force devait résider dans la réorganisation interne et dans la patience. Dès le début, son objectif n'était pas de conquérir rapidement, mais de reconstruire la monarchie pierre par pierre, et pour cela il avait besoin d'une arme différente, un homme capable de transformer cette stratégie en réalité. Cet homme serait Bertrand du Guesclin. Du Guesclin, né en Bretagne vers 1320, n'était pas un noble de haute naissance. Son apparence rude et son absence de lignage en avaient fait un outsider au sein de la chevalerie française, mais son intelligence tactique et son instinct le firent ressortir. C'était un soldat du peuple qui comprenait la guerre moderne, pas celle des chevaliers, mais celle des hommes. Sa réputation grandit pendant les guerres civiles de Bretagne, où il battit des forces anglaises et françaises avec plus de ruse que de force. En lui, Charles V vit quelque chose que peu de rois médiévaux avaient su reconnaître. Un commandant qui comprenait que le pouvoir résidait dans la stratégie, non dans l'ostentation. Le nouveau roi commença par consolider son autorité interne. Il centralisa les impôts, réorganisa l'administration et limita le pouvoir des nobles rebelles. Son objectif était de transformer le royaume en une machine efficace, capable de soutenir la guerre à long terme. Il promut l'éducation, réforma la frappe monétaire et renforça la légitimité de la couronne par un discours moral. Le roi n'était plus seulement un guerrier, mais le gardien de la justice. Pendant ce temps, du Guesclin dirigeait une campagne militaire silencieuse mais méthodique. Son premier grand succès fut à Cocherel, où il battit l'armée de Charles le Mauvais de Navarre, allié des Anglais. Cette victoire consolida l'autorité de Charles V sur la Normandie et démontra que la France pouvait encore triompher sans recourir à la chevalerie traditionnelle. Du Guesclin utilisa des tactiques de harcèlement, d'embuscade et de manœuvre, évitant les affrontements directs. Épuisant l'ennemi peu à peu, il était l'antithèse du héros de Crécy. Sa force n'était pas dans la gloire, mais dans la stratégie. Peu après, Charles V confia à du Guesclin une mission extraordinaire. Libérer la France des compagnies libres, bandes de mercenaires qui, depuis la fin de la peste noire, ravageaient le pays. Sans guerre formelle, ces soldats sans cause pillaient les villes et prélevaient des rançons, semant le chaos. Du Guesclin les rassembla, non par la force, mais par la persuasion, et les dirigea vers un nouveau front, l'Espagne. Là, en soutien au roi de Castille Henri de Trastamare, il combattit Pierre le Cruel, allié de l'Angleterre. Avec sa victoire à Montiel, 1369, du Guesclin non seulement assura le trône castillan à Henri, mais priva les Anglais d'un allié important dans la péninsule ibérique. C'était diplomatie et guerre en un même coup de maître. À son retour en France, du Guesclin fut nommé connétable du royaume, le rang militaire le plus élevé après le monarque lui-même. Sous son commandement, les armées françaises entamèrent la reconquête territoriale des provinces cédées à Brétigny. Mais cette fois-ci, il ne s'agissait pas de grandes batailles. Du Guesclin comprenait que l'Angleterre ne pouvait pas maintenir indéfiniment le contrôle sur des régions hostiles et dépourvues de population. Sa stratégie consistait à reprendre des châteaux, couper les routes d'approvisionnement, harceler les garnisons et profiter de la fatigue anglaise. Au lieu de charges héroïques, il pratiqua la guerre de l'ombre, attaque brève, retraite rapide, usure constante. Les Anglais, dirigés par le prince noir, ripostèrent depuis Bordeaux. En 1367, le jeune héritier lança une campagne vers Castille pour rétablir son allié Pierre Ier sur le trône. Ce fut la célèbre bataille de Nájera, où les Anglais obtinrent une victoire temporaire. Cependant, le coût économique fut si élevé que le triomphe se transforma en défaite. Malade, endetté et sans soutien local, le prince noir retourna à Bordeaux, laissant derrière lui une armée démoralisée et une réputation ternie. Cette expédition marqua le début du déclin anglais sur le continent. Charles V saisit l'occasion. Il ordonna à du Guesclin de lancer une offensive générale. En une décennie d'opérations continues, les Français récupérèrent presque toutes les possessions perdues dans le traité de Brétigny: Poitiers, Limoges, Saintonge, Poitou, Périgord, Rouergue et Angoulême. Les Anglais, incapables de maintenir des garnisons isolées, se replièrent progressivement vers la côte. La guerre n'était plus une succession de batailles épiques, mais un affrontement économique et logistique.
La France apprenait à gagner non pas en tuant davantage, mais en résistant davantage. Le succès fut également psychologique. Sous Charles V, la monarchie retrouva sa dignité. Les impôts, autrefois détestés, furent acceptés comme un mal nécessaire. Les villes commencèrent à se fortifier de nouveau, les routes furent nettoyées et le commerce respira à nouveau. Paris redevint un centre de culture et d'administration. Le roi évita le combat direct, mais son intelligence politique reconstruisit l'autorité royale sur toute la France. Pour beaucoup, Charles V incarnait un nouveau type de monarque, prudent, rationnel et conscient des limites de son pouvoir. En 1377, la situation avait complètement changé. L'Angleterre, après la mort du prince noir, entra en crise. Édouard III, âgé et malade, voyait son empire s'effondrer lentement. Le coût des guerres, les rébellions internes et les impôts excessifs avaient généré une opposition croissante. Au Parlement anglais, des voix demandèrent la paix. La France, pour la première fois depuis 40 ans, semblait avoir l'avantage. Mais la guerre n'était pas éternelle pour les hommes qui la soutenaient. Bertrand du Guesclin, épuisé par des années de campagne, mourut en 1380 lors du siège de Châteauneuf-de-Randon, dans le Languedoc. Les défenseurs, à l'annonce de sa mort, remirent la forteresse en son honneur, déclarant qu'il ne se rendrait à aucun autre. Son corps fut transporté solennellement à Saint-Denis, où il repose parmi les rois, symbole d'une France qui avait appris à survivre grâce à l'astuce d'un soldat sans noblesse. Cette même année mourut également Charles V, le monarque qui avait redonné au royaume sa raison d'être. Sa mort laissa la France entre les mains d'un enfant, Charles VI, âgé de seulement 11 ans. Le pays redevenait vulnérable juste au moment où la marée semblait avoir tourné. La nouvelle génération hériterait d'une France renaissante, mais encore instable, et d'une Angleterre qui allait bientôt affronter ses propres démons intérieurs. Le chaos anglais, guerre des deux roses et crise interne. À la fin du XIVe siècle, l'Angleterre, qui pendant des décennies avait projeté force et ambition sur le continent, commença à se fracturer de l'intérieur. Ce qui avait été un royaume uni sous le pouvoir charismatique d'Édouard III se transforma, après sa mort, en un pays affaibli par des luttes dynastiques, des crises économiques et le mécontentement social. Tandis que la France reconstruisait son pouvoir sous Charles V, l'Angleterre entrait dans une ère de turbulences politiques qui finirait par l'épuiser. La guerre des deux roses. L'effondrement ne fut pas soudain. Après la mort d'Édouard III en 1377, le trône passa à son petit-fils Richard II, fils du prince noir. Il n'était qu'un enfant de 10 ans lorsqu'il fut couronné, et son règne fut marqué dès le début par le conflit entre la couronne et les puissants seigneurs qui prétendaient gouverner en son nom. Le jeune monarque héritait d'un royaume usé par 40 années de guerre, avec des impôts insupportables, des épidémies récurrentes et une population appauvrie. Le mythe de l'invincibilité anglaise s'effondrait. En 1381 éclata la révolte des paysans, l'une des insurrections sociales les plus graves du Moyen-Âge anglais. Les impôts élevés et la rigidité du système féodal déclenchèrent la colère populaire. Des milliers d'hommes et de femmes marchèrent vers Londres en criant « Quand Adam labourait et Ève filait, qui était alors le Seigneur ?» Menés par Wat Tyler et le prêtre John Ball, ils exigeaient la fin de la servitude et une réduction des tribus. Richard II, à peine âgé de 14 ans, se confronta personnellement à eux à Smithfield, promettant des réformes qu'il ne tiendrait jamais. La rébellion fut écrasée, Tyler assassiné, et le ressentiment resta latent. Cette révolte révéla un changement profond. La structure féodale sur laquelle l'Angleterre s'était construite commençait à se fissurer. Les paysans ne craignaient plus la noblesse comme auparavant, les bourgeois réclamaient une représentation politique, et les commerçants londoniens influençaient de plus en plus les décisions du royaume. La monarchie se voyait pressée de tous les côtés, incapable de maintenir l'équilibre qui avait permis son expansion continentale. Les défaites militaires en France, les épidémies et l'inflation créèrent un climat de frustration et de désespoir. Richard II, inexpérimenté et colérique, répondit par l'autoritarisme. Il tenta d'imposer un pouvoir absolu, s'entourant de favoris et punissant sévèrement les nobles qui remettaient en question son autorité. En 1399, son cousin Henri de Bolingbroke, duc de Lancastre, profita de son absence en Irlande pour revenir dans le pays et rassembler une armée. Richard fut déposé sans presque aucune résistance.
Ainsi naquit une nouvelle dynastie, les Lancastres, et avec elle un cycle de trahisons, d'assassinats et de guerres internes qui consumera l'Angleterre pendant près d'un demi-siècle. Le nouveau roi, Henri IV, régna au milieu de conspirations et de soulèvements. Son règne fut instable, marqué par la méfiance et le besoin constant de légitimité. La noblesse était divisée, et l'Écosse et le pays de Galles profitaient du chaos pour se révolter. Dans ce contexte émergea une figure inattendue, son fils, Henri V, qui monta sur le trône en 1413, décidé à restaurer le prestige perdu contrairement à son père. Il était un leader charismatique et audacieux, obsédé par l'honneur et la gloire militaire. Et pour les retrouver, il n'y avait qu'un chemin, reprendre la guerre contre la France, tandis que l'Angleterre sombrait dans ses propres conflits. La France vivait aussi son enfer. Le roi Charles VI, petit-fils de Charles V, souffrait d'épisodes de folie qui l'empêchaient de gouverner. Sa maladie ouvrit une lutte interne entre les deux factions les plus puissantes de la cour, les Armagnacs, fidèles au dauphin Charles, et les Bourguignons, dirigés par Jean sans Peur, duc de Bourgogne. La France se divisa en deux camps ennemis qui s'affrontaient dans les rues de Paris, tandis que les Anglais observaient. Ce moment est arrivé en 1415. Henri V, voyant l'opportunité, débarqua avec son armée en Normandie et marcha vers l'intérieur des terres. À Azincourt, il affronta une armée française beaucoup plus nombreuse, mais désorganisée et divisée par des rivalités internes. Il répéta la tactique de Crécy et de Poitiers. Il déploya ses archers avec des arcs longs sur un terrain boueux où la cavalerie ennemie se retrouva piégée. Le massacre fut total. Des milliers de nobles français moururent, parmi eux des ducs, comtes et chevaliers de renom. La victoire d'Azincourt redonna à l'Angleterre un éclat qu'elle croyait perdu. Le prestige d'Henri V atteignit son apogée. En 1420, grâce au traité de Troyes, il obtint que le roi français Charles VI le reconnaisse comme héritier du trône de France, dépouillant le dauphin Charles de ses droits. De plus, il scella l'alliance en épousant Catherine de Valois, fille du monarque français. Pendant quelques années, l'Angleterre sembla avoir accompli l'impossible, unir les couronnes des deux royaumes sous un seul souverain, mais cette gloire serait éphémère. Henri V mourut prématurément en 1422 à seulement 35 ans, laissant un héritier de quelques mois, Henri VI. Sa mort marqua le début d'une nouvelle décadence. La France, humiliée mais encore vivante, se préparait à la réaction. Le dauphin, réfugié dans le sud, réorganisait ses forces, tandis qu'une figure mystique émergeait de la brume de l'histoire. Une jeune paysanne de Lorraine nommée Jeanne d'Arc, qui affirmait entendre des voix divines lui ordonnant de libérer le royaume des Anglais. Mais avant que la guerre ne reprenne sa fureur sur le continent, l'Angleterre tomberait dans son propre abîme. Avec le roi enfant sur le trône, les régents commencèrent à se disputer le pouvoir. Les familles Lancaster et York, descendantes de la maison Plantagenet, s'affrontèrent pour le contrôle du royaume la guerre des deux roses, ainsi nommée d'après les emblèmes des deux maisons. La rose rouge de Lancaster et la blanche de York transforma la noblesse anglaise en un champ de bataille perpétuel. Entre 1455 et 1487, le pays vécut un cycle interminable de guerres civiles, trahisons et exécutions. Les guerres dynastiques détruisirent le prestige militaire anglais et drainèrent ses ressources. Les armées, qui auparavant traversèrent la Manche pour conquérir des terres, s'anéantissaient désormais entre elles. Les villes furent pillées, les récoltes ravagées et les familles nobles presque exterminées. Jeanne d'Arc, l'éveil français, 1429. Près d'un siècle de guerre, de défaites et de trahisons avait transformé la France en un pays fracturé, détruisant son territoire, sa population et son esprit. Le nord, y compris Paris, était sous occupation anglaise. Le sud, fidèle au dauphin Charles de Valois, survivait parmi les ruines et la famine. Mais le sud de la France résistait encore. Là, dans les vallées de la Loire, la noblesse fidèle aux Valois gardait vivante une fragile espérance, et dans ce décor de désespoir surgit une figure qui allait changer le cours de la guerre. Jeanne d'Arc née à Domrémy, un petit village en Lorraine. Jeanne était fille de paysans. Elle ne savait ni lire ni écrire, mais depuis son enfance, elle affirmait entendre des voix, celles de Saint-Michel, Sainte-Catherine et Sainte-Marguerite, qui, selon elle, l'incitaient à libérer la France et à conduire le dauphin à son couronnement. Dans un pays épuisé par la guerre et la peur, son message résonna comme une étincelle dans l'obscurité.
Elle avait 17 ans lorsqu'elle décida d'agir. En 1429, Jeanne se rendit à Vaucouleurs, où elle convainquit le commandant local, Robert de Baudricourt, de lui permettre de se présenter devant le dauphin. Sa détermination déconcertait tous. Une jeune paysanne qui prétendait parler aux saints et promettait de restaurer le trône. Après des semaines d'insistance, elle obtint une escorte et entreprit le voyage à travers le territoire ennemi vêtu en homme. Elle traversa montagnes, rivières et villages dévastés jusqu'à Chinon, où se trouvait la cour du dauphin Charles. Là, en mars 1429, eut lieu l'une des rencontres les plus énigmatiques de l'histoire médiévale. Charles, désireux de mettre à l'épreuve cette jeune fille, se cacha parmi ses nobles pour la confondre. Mais Jeanne le reconnut sans hésitation. Elle dit que Dieu l'avait envoyé pour qu'il soit oint roi de France. Sa conviction et sa sérénité impressionnèrent autant le dauphin que ses conseillers. Après un examen théologique ordonné à Poitiers, où elle fut déclarée libre d'hérésie, Charles lui confia une mission symbolique mais dangereuse. Accompagner l'armée française au siège d'Orléans, ville stratégique assiégée par les Anglais depuis des mois, l'arrivée de Jeanne au camp, en avril 1429, fut un événement sans précédent. Elle portait une armure blanche, un drapeau avec les noms de Jésus et Marie, et une bannière avec des lys dorés. Elle ne commandait pas officiellement l'armée, mais sa présence transforma le moral des troupes. Dans un pays habitué à la défaite, sa foi inébranlable redonnait un sens au sacrifice. Les capitaines, d'abord sceptiques, commencèrent à croire que cette jeune fille était plus qu'une inspiration. Le siège d'Orléans était le point décisif du conflit. S'il tombait, la Loire serait ouverte aux Anglais et le Sud serait perdu à jamais. Jeanne arriva avec des provisions et des renforts, défiant les blocus ennemis. Pendant 9 jours, elle participa aux assauts, encourageant les soldats, soignant les blessés et animant les assiégés depuis les remparts. À l'aube du 7 mai 1429, les Français lancèrent l'attaque finale contre les tours anglaises de Les Tourelles. Jeanne, blessée par une flèche à l'épaule, retourna au combat en fin d'après-midi. Sa bannière flottait sur le pont tandis que les Anglais se retiraient. Orléans était libre. La victoire eut un effet immédiat. Elle redonna à la France la foi en elle-même. En quelques jours seulement, la pucelle passa d'une curiosité pieuse à un symbole national. Les soldats la vénéraient, les prêtres la proclamaient envoyée de Dieu et les chroniqueurs parlaient de miracles. Le dauphin, qui jusque-là avait hésité entre l'exil et la reddition, fut poussé par le fervent soutien populaire à agir. Jeanne insista pour qu'il soit couronné au plus vite. Selon elle, seul un couronnement à Reims, lieu sacré où les rois de France étaient traditionnellement oints, rendrait au royaume sa légitimité devant Dieu. Mais le chemin vers Reims était rempli de forteresses anglaises et de villes fidèles à la Bourgogne. Contre toute logique militaire, l'armée française, menée par Jeanne et les commandants Dunois, La Hire et Alençon, entreprit une marche qui semblait impossible. Les villages ouvrirent leurs portes les uns après les autres. Les Anglais, démoralisés, se replièrent. Les Bourguignons, indécis, n'intervinrent pas. C'était comme si tout le pays s'était levé derrière la bannière blanche de la pucelle. Le 17 juillet 1429, Charles fut couronné dans la cathédrale de Reims, comme Charles VII de France. Jeanne, debout auprès du trône, tenait sa bannière, en larmes. Les chroniques rapportent que le roi, visiblement ému, déclara « Par Dieu, c'est son œuvre ». La scène symbolisa la renaissance d'une nation. La guerre n'était pas encore terminée, mais la foi était revenue. Jeanne avait accompli ce que des armées entières n'avaient pas réussi en un siècle, redonner l'espoir à la France. Cependant, son destin s'est rapidement assombri. Après le couronnement, Jeanne souhaitait poursuivre l'offensive et libérer Paris, mais Charles VII, conseillé par ses courtisans, préféra négocier avec les Bourguignons. La pucelle, impatiente face à la passivité de la cour, prit l'initiative et marcha vers la capitale. En septembre 1429, elle dirigea une attaque ratée contre les murailles parisiennes. Elle fut blessée et obligée de se retirer. Depuis lors, son influence commença à diminuer. La politique et la diplomatie supplantèrent la foi. En mai 1430, lors d'une escarmouche près de Compiègne, Jeanne fut capturée par les Bourguignons, alliés des Anglais emprisonnés au château de Beaurevoir. Elle fut vendue aux Anglais pour 10 000 livres. Son destin était scellé.
Les Anglais savaient que tant qu'elle vivrait, sa seule existence était une arme plus puissante que n'importe quelle armée. Elle devait être discréditée, détruite publiquement. En 1431, elle fut transférée à Rouen, où un tribunal ecclésiastique sous supervision anglaise l'accusa d'hérésie, de sorcellerie et de travestissement. Le procès fut une farce juridique. Pendant des mois, Jeanne répondit avec une lucidité qui déconcertait ses juges. Elle leur dit « Si je ne crains pas les hommes, c'est parce que je crains Dieu. » Elle refusa de renier ses voix, rejeta d'abjurer sa mission et défendit sa foi jusqu'au bout. Finalement, elle fut condamnée. Le 30 mai 1431, à 19 ans, Jeanne d'Arc fut brûlée vive sur la place du marché de Rouen. Avant de mourir, elle demanda une croix et clama le nom du Christ tandis que les flammes l'enveloppaient. Les témoins racontèrent que même ses ennemis pleuraient. Son corps fut réduit en cendres et jeté dans la Seine pour éviter que des reliques soient vénérées. Mais l'image de la jeune paysanne qui avait rendu l'espoir à une nation ne disparut pas. Le déclin anglais et la perte finale des territoires. Lorsque Jeanne d'Arc brûla sur le bûcher de Rouen en 1431, les Anglais crurent avoir rétabli l'ordre. Son exécution se voulait un acte exemplaire, détruire la foi dans le miracle français, effacer le symbole qui unissait un peuple sous l'idée de liberté. Mais l'effet fut inverse. Sa mort se transforma en graine. Le sacrifice de la jeune fille alluma une flamme de ferveur nationale qu'aucune armée étrangère ne put éteindre. Dans les années qui suivirent, la guerre née de la revendication d'un trône se transforma en lutte pour la survie même de la France. Le roi Charles VII, qui devait à Jeanne son couronnement, comprit que les exploits individuels ne suffisaient plus, la victoire nécessitait une organisation. À partir de 1435, il entreprit une transformation profonde du royaume. Sa priorité fut de rompre l'alliance entre les Anglais et les Bourguignons. En septembre de cette année-là, le traité d'Arras scella la réconciliation avec Philippe le Bon, duc de Bourgogne, qui avait hérité des terres et du pouvoir de son père, Jean sans peur. La France retrouvait ainsi un allié essentiel et coupait le lien qui soutenait l'occupation anglaise du Nord. Avec les Bourguignons neutralisés, les Français concentrèrent leurs efforts sur la reconquête militaire. Charles VII réorganisa l'administration, reforma les impôts et créa la première armée permanente d'Europe occidentale, une force professionnelle qui ne dépendait pas de la volonté des seigneurs féodaux. Il introduisit la taille royale, un impôt annuel finançant directement les campagnes. La monarchie française, qui depuis un siècle avait été otage de sa propre noblesse, retrouvait le contrôle de la guerre. À la tête de cette nouvelle armée se distinguèrent des commandants remarquables, Jean de Dunois, Arthur de Richemont, Étienne de Vignolles, connus sous le nom de la Hire, et Jean Bureau, un innovateur dans l'usage de l'artillerie. Les tactiques avaient changé. Le temps des charges de cavalerie et des exploits individuels était révolu. Les batailles se décidaient désormais par la discipline, la logistique et le feu. Les canons, encore rudimentaires et lourds, commençaient à faire pencher la balance en faveur de la France. Les Anglais, pour leur part, étaient en déclin. Le jeune Henri VI, proclamé roi de France et d'Angleterre dans son enfance, manquait du génie militaire de ses prédécesseurs. Élevé sous l'influence de régents et de conseillers ambitieux, il grandit faible, indécis et sujet à des crises mentales. Tandis que Paris célébrait la reconquête, Londres s'enfonçait dans les luttes politiques. La noblesse anglaise, épuisée par la guerre et les impôts, commença à se diviser entre partisans de la continuité et défenseurs de la paix. Les campagnes sur le continent, qui pendant des décennies avaient été source de gloire et de butin, se transformèrent en une dépense impossible à soutenir. Le tournant eut lieu en 1436, lorsque les Français reprirent Paris. La capitale, occupée par les Anglais depuis plus d'une décennie, revint entre les mains du roi. L'entrée de Charles VII dans la ville fut sobre mais symbolique, le retour de la couronne à son cœur. Depuis là, il dirigea une offensive systématique qui, en 10 ans, anéantit les positions anglaises en Normandie et en Guyenne à Formigny. Les Français défirent les troupes du duc de Somerset, utilisant de l'artillerie légère qui dévasta les formations ennemies. C'était la confirmation que la technologie avait remplacé l'ancienne cavalerie. La victoire de Formigny a ouvert la voie à la reconquête de la Normandie. Caen, Bayeux et Cherbourg furent libérés les unes après les autres. Les Anglais, incapables de maintenir leur garnison,
se replièrent vers l'ouest. En 1453, dans le sud-ouest, eut lieu l'affrontement final. La bataille de Castillon-là, l'armée française, commandée par Jean Bureau, déploya une redoutable ligne d'artillerie derrière des tranchées. Lorsque les troupes anglaises, dirigées par John Talbot, attaquèrent de front, elles furent anéanties par le feu des canons et des arquebuses. Talbot mourut au combat, et avec lui s'éteignit le dernier grand symbole du pouvoir anglais en France. La défaite de Castillon marqua la fin de la guerre de 100 ans. En à peine 2 décennies, la France était passée de la fragmentation à l'unité, du désespoir à la Renaissance. Seul Calais resta sous domination anglaise, comme un souvenir mélancolique de son ancienne grandeur continentale. Le prestige militaire qui avait soutenu la monarchie s'effondra et le règne d'Henri VI sombra dans l'anarchie. À partir de 1455, le pays fut plongé dans la guerre des Deux Roses, un conflit civil qui détruisit ce qui restait de son autorité. En France, en revanche, Charles VII émergea comme le restaurateur du royaume. Il renforça l'administration royale, réorganisa la justice et posa les bases de l'État moderne. Son gouvernement marqua la fin du féodalisme militaire. Les armées n'étaient plus des coalitions de vassaux, mais des forces régulières payées par l'État. Les villes croissaient, l'agriculture se redressait et le commerce reprenait vie. La guerre avait dévasté le pays, mais l'avait aussi transformé. Le sentiment national, qui avait commencé comme une abstraction, devint une réalité palpable. Dans ce processus de renaissance, la figure de Jeanne d'Arc s'éleva comme un mythe, bien que l'Église mette près de 5 siècles à la canoniser. Sa mémoire circulait parmi les paysans, les soldats et les poètes. Pour les Français du XVe siècle, Jeanne représentait l'incarnation de la patrie, la voix divine qui avait rappelé au peuple sa raison d'être. Charles VII, conscient de son pouvoir symbolique, ordonna une révision du jugement en 1456. Le nouveau tribunal, dirigé par des théologiens français, déclara son innocence et condamna les juges anglais. Ainsi, la pucelle d'Orléans fut officiellement réhabilitée en tant que martyr. Tandis que la France consolidait son pouvoir, l'Angleterre se repliait sur elle-même, l'économie se contracta, les ports se vidèrent, et les marchands flamands cherchèrent de nouveaux partenaires. Le rêve d'un empire continental s'évanouissait pour toujours. Au Parlement, les voix les plus lucides avertissaient que conserver des possessions en France n'apporterait que davantage de ruines. L'ère des conquêtes était terminée. Commençait l'ère de l'isolement. La fin de la guerre n'apporta pas immédiatement la paix. Les villages du Nord étaient encore couverts de ruines, les champs en friche et les routes infestées de bandits. Mais pour la première fois en plus d'un siècle, les paysans pouvaient travailler sans craindre l'arrivée d'une armée ennemie. Les enfants des hommes morts à Crécy, Poitiers et Azincourt repiquaient les terres que leurs pères avaient vues brûler. En 1461, à la mort de Charles VII, son fils Louis XI, connu sous le nom de Le Prudent, monta sur le trône. Son règne consolida ce que son père avait commencé, l'unification définitive du royaume et la réduction du pouvoir de la noblesse. La France émergeait du long tunnel médiéval transformé avec une monarchie centralisée, une bureaucratie efficace et une armée professionnelle. Le Moyen-Âge touchait à sa fin et avec lui, la guerre qui avait défini son dernier siècle. L'héritage de la guerre de 100 ans fut profond. La France, dévastée et renaissante, devint une puissance continentale. L'Angleterre, épuisée et fracturée, tourna son regard vers la mer. Dans les siècles suivants, ce changement d'orientation la conduirait à chercher son destin au-delà de l'Europe, dans le commerce et la colonisation. Ce qui avait commencé comme un conflit pour une couronne finit par façonner les bases du monde moderne. Des ruines d'un siècle de feu surgit l'idée de nation, la notion d'État et la certitude que la guerre pouvait être à la fois destruction et renaissance. Les noms d'Édouard III, Charles V, Henri V et Jeanne d'Arc restèrent gravés comme des jalons d'un temps où l'honneur, la foi et le pouvoir se confondaient dans la brume de l'histoire. En 1477, à la mort de Philippe le Bon de Bourgogne, les frontières qui avaient été disputées pendant 100 ans se trouvaient enfin entre les mains françaises. Seul Calais résistait sous drapeau anglais, une enclave côtière qui deviendrait bientôt simple mémoire. En 1558, sous le règne de Marie Tudor, l'Angleterre perdrait également cette dernière possession, et avec elle, le dernier vestige de son rêve continental.